On va pouvoir commencer, je vais commencer à me présenter plus spécifiquement. Mais voilà, là, c'est un premier cours d'anatomie. C'est vraiment les généralités. Si vous avez des questions, que vous êtes en P1 à l'heure actuelle, que vous êtes en passe là, que vous avez des questions, que vous voulez aller un peu plus en détail dans des choses, n'hésitez pas à les poser. Posez-les là dans le chat et je pourrai y répondre. Si c'est des choses qui sont un peu loin, auxquelles je ne peux pas répondre aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit dans les questions en amont de la prochaine conférence pour que je puisse préparer la prochaine conférence en fonction des différentes facs. Comme ça, vous allez me poser vos questions avec les sujets que vous voulez que je traite, la fac dans laquelle vous êtes, et je vais pouvoir préparer pour chaque fac un peu des choses qui sont à la fois globales, qui sont traitées par tous, et des choses qui sont très spécifiques à certaines facs pour qu'on puisse vraiment aller plus loin sur ça et que ça puisse vraiment vous aider. Ce soir sont des généralités. Le gros avantage de ces généralités, c'est que c'est indispensable à comprendre. Toutes les facs n'ont pas un cours dédié aux généralités, mais toutes les facs utilisent ces généralités-là pour en fait se repérer dans l'espace et se repérer dans les différents plans de coupe, etc. Pour me présenter, moi, je m'appelle Quentin. Je suis médecin de santé publique à Paris et en même temps, en parallèle de mon internat, je suis prof d'anatomie en fait dans une école à Paris. Donc c'est vraiment un exercice que je maîtrise très très bien, l'anatomie, et c'est ce qui me permet en fait de pouvoir, et j'ai travaillé en fait avec plusieurs facs, avec des facs différentes, c'est ce qui me permet de pouvoir vraiment voir ce qui retombe souvent et quels sont les points vraiment essentiels. Et en fait, c'est aussi ce qui me permet d'affirmer que dans toutes les facs, l'anatomie, c'est sensiblement la même. Un os, c'est toujours le même. Un organe, c'est toujours le même. Il est abordé différemment. Il y a des points de détail qui dépendent des profs. Et ça, il faut vraiment se renseigner avec ses profs de la fac. Il faut être très attentif à ça. Mais pour autant, on peut vraiment commencer à travailler ensemble. Vous pouvez poser vos questions et on peut aller un peu plus loin dans les différents cours pour pouvoir commencer à comprendre. Bon, si je commence un peu sur ces diapos, bon, première chose un peu basique sur qu'est-ce que c'est l'anatomie. On va pas s'éterniser sur ça. En gros, ce sont les structures qui composent le corps humain. C'est les fondements de la médecine. L'anatomie, c'est hyper important. C'est ce qui va nous permettre d'aller, en fait, c'est ce qui va nous permettre de comprendre ce qu'est la médecine et c'est ce qui va nous permettre de réfléchir en médecine. Oui, le live sera complètement disponible en rediffusion si vous ne pouvez pas rester ce soir, bien sûr. Donc, c'est ce qui va vous permettre de comprendre comment est fait le corps humain, et c'est le fondement de la médecine. C'est ce qui va vous permettre de comprendre, de réfléchir de manière clinique en médecine. Donc, c'est à la fois une science de la forme du corps humain, c'est une science de la forme du corps humain qui est absolument liée à la physiologie, qui est la science du fonctionnement du corps humain. Et en fait, comme toutes les autres sciences, ça obéit à des lois. Et c'est ces lois un peu fondamentales et de base de la médecine qu'on va essayer de regarder aujourd'hui. Je vais aller volontairement assez vite. Ça va laisser pas mal d'ouverture si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à m'en poser. Et ça vous permettra aussi de comprendre comment est fait la conférence et que pour pouvoir, les prochaines fois, vous pouvoir commencer et pour nous aider à préparer les prochaines fois. Donc, le corps humain, il est orienté dans l'espace selon 3 dimensions. Et l'idée en anatomie, c'est comment on va se repérer dans ces 3 dimensions de l'espace. Là, on le voit sur cette animation, on voit que le corps humain, c'est une grande machine qui est dans 3 dimensions de l'espace, qui va se mouvoir dans les 3 dimensions d'espace, donc qui évolue aux règles de ce monde volumétrique. Donc ce monde en 3D. Là, ce qu'on va essayer de regarder avec ça en anatomie, donc avec ce premier cours sur les généralités, c'est comment on se repère là-dedans, comment on identifie les différentes parties du corps humain, comment on identifie les différentes parties les unes par rapport aux autres, et comment on peut être sûr de ne jamais se tromper. Un exemple tout bête, et vous allez très vite comprendre l'intérêt de ce qu'on va faire là. Par exemple, ma main, si je dois définir où est la main dans le corps humain, là, ça paraît assez évident à tout le monde, mais d'un point de vue anatomique, vous devez dire que la main, elle est quelque part à quelqu'un. Vous allez lui regarder sa main et vous allez dire, bah, elle est en bas, parce que la personne a les bras ballants. Votre patient a les bras ballants, votre main est en bas. Sauf que si la main, je la mets au-dessus de ma tête, d'un coup, la main devient en haut. Donc, il faut qu'en anatomie, on trouve quelque chose qui nous permette d'affirmer le fonctionnement, qui nous permette d'attester de chaque organe et à tel endroit, quelle que soit la personne qui en parle. Qu'on n'ait pas un médecin qui dise sa main elle est en bas, le médecin d'après qui dise que la main elle est en haut, alors qu'en fait, bah, c'est pas précis. Donc on va utiliser un terme. Pour la main, on va dire que la main, c'est la partie distale du membre supérieur. À partir de là, tout le monde a la même définition. La main est la partie distale du membre supérieur. Si je la mets au-dessus de ma tête, ça reste la partie distale du membre supérieur. Si je la mets en bas, ça reste la partie distale du membre supérieur. Comment on évolue là-dedans? Premier point, un peu essentiel. Donc, on a 3 plans qui vont définir notre orientation dans l'espace. On a tout d'abord un plan horizontal. Horizontal, c'est-à-dire que le plan est comme ceci, et ce plan-là, on va l'appeler transversal ou axial. Et on va avoir 2 plans qui sont dits verticaux. C'est le plan frontal ou coronal ou le plan sagittal. Ces 3 plans nous permettent de nous représenter dans les 3 dimensions de l'espace, à savoir dans quel de ces 3 plans on est au niveau du corps humain.
Bien, reprenons-les en détail. Avant ça, pardon, on va s'intéresser à la position anatomique de référence. Donc, ces trois plans de l'espace servent à nous donner notre plan en 3D, notre corps humain en 3D, à étudier notre corps humain en 3D. Néanmoins, la position de base la position de base pour étudier le corps humain, c'est la position qui sert de base à la référence de tous les organes du corps humain. Ça s'appelle la position anatomique de référence. C'est une position dans laquelle on est de face, donc debout face, les pieds joints, c'est ce que vous voyez sur le dessin sur la personne qui est sur notre schéma, les pieds joints, les bras le long du corps, avec les mains qui sont dites en supination. Supination, ça veut dire la paume vers le haut. Le moyen mnémotechnique pour retenir la main en supination, c'est le mouvement qu'on fait quand on supplie, à l'inverse de la main vers le bas, qui s'appellerait la pronation. Sur une position anatomique de référence, ou en tout cas sur une personne debout, les bras ballants, si je me mets en pronation, c'est-à-dire que je mets la paume des mains vers l'arrière de mon corps. Et le regard à l'horizon, c'est-à-dire la tête droite, regard à l'horizon. Cette position anatomique de référence, c'est très important, et il y a beaucoup de pièges qui peuvent tomber en QCM sur ça. Ça va vraiment dépendre des facs, mais des pièges peuvent complètement tomber. On peut vous demander, est-ce que sur une position anatomique de référence, la personne a forcément les bras le long du corps ou les bras écartés? Il va falloir cocher les bras le long du corps. Est-ce que la main elle est en supination, en pronation? Est-ce que les pieds sont joints? Est-ce que les pieds sont écartés? Voilà, ça c'est des questions typiques que vous pouvez avoir en QCM. Bien connaître cette définition de la position anatomique de référence, c'est-à-dire une personne debout, les pieds joints, les bras le long du corps, les mains en supination et le regard à l'horizon, la tête bien droite. Ça, c'est la définition de notre position anatomique de référence. On prend nos personnages en position anatomique de référence et on met nos trois plans de coupe dessus. Nos trois plans de coupe qui nous permettent vraiment de nous définir dans l'espace, de nous repérer dans l'espace, qui nous permettent en fait, de pouvoir délimiter les différentes parties du corps humain. Le premier plan de coupe qu'on va voir, c'est le plan qui est dit horizontal. Sur le schéma que vous voyez ici, c'est celui-ci, c'est ce carré-là. Okay, ce plan horizontal, on l'appelle aussi horizontal, transversal, axial. Ce plan-là, il sert à délimiter deux parties. Une partie qui est en haut, une partie qui est en bas. On ne dira pas en anatomie en haut, en bas. On va dire la partie qui est crâniale. Crâniale, comment on le retient? C'est vers le crâne. Et l'inverse de crânial, c'est caudal. Caudal, c'est en bas. Crânial, c'est en haut. Donc, premier plan, le plan horizontal, transversal, axial, qui nous permet de délimiter deux parties, crânial en haut, caudal en bas. Ensuite, le deuxième plan, c'est le plan frontal. Donc là, on rentre dans les plans verticaux. On a deux plans verticaux. Le premier plan vertical qu'on va voir, c'est le plan frontal. Le plan frontal, si je reprends mon schéma, c'est celui-ci, qui est ici, là, tac, 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 qui vient jusque là et qui remonte là-haut. Donc ça, c'est le plan frontal. C'est le plan frontal qui est aussi appelé le plan coronal. Ce plan-là nous sert à délimiter deux parties. Une partie qui est devant, une partie qui est derrière. On ne va pas dire devant, derrière, on va dire antérieur, postérieur. On va avoir notre plan frontal qui coupe le corps humain dans ce sens-là, qui délimite une partie antérieure d'une partie postérieure. Et ensuite, le troisième plan qu'on va étudier, c'est celui-ci, c'est-à-dire le plan sagittal. Le plan sagittal, c'est le troisième plan qu'on étudie et c'est le deuxième plan vertical. On avait un plan horizontal, deux plans verticaux, un plan frontal et un plan sagittal. Et le plan sagittal va nous permettre de délimiter deux parties, une partie gauche et une partie droite. Est-ce que pour l'instant, c'est clair pour tout le monde, ces différents plans qui nous permettent de délimiter les différentes parties du corps et qui nous permettent de nous repérer dans l'espace? Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je vais pouvoir faire là, le temps que vous réfléchissez à vos questions, je vais faire une petite digression sur ces plans. Sur ce cas-là, enfin en tout cas sur celui-ci, sur ce plan sagittal. Ce plan sagittal, là, sur ce schéma particulier, donc ce plan sagittal, c'est un plan qui coupe le corps humain comme ça. Dans cette position-là, dans ce cas-là, le plan sagittal est un plan qui est parfaitement médian. C'est-à-dire qu'il est vraiment au milieu du corps humain et coupe le corps humain. Et on va se rendre compte qu'en fait, ce type de plan dans les plans verticaux, on va pouvoir les avoir pile poil au milieu, mais on va pouvoir un peu les avoir en décalé sur les différents côtés, enfin sur les côtés de chaque côté. La différence qu'on va avoir, c'est que quand il est bien au milieu, ce plan, il différencie une partie droite d'une partie gauche. Quand il est un peu sur le côté, il va différencier une partie latérale. Latérale, ça veut dire qu'il s'éloigne du milieu, et une partie médiale, ça veut dire qu'une partie qui se rapproche du milieu. On va revenir en détail sur ça après. Mais ça permet de bien comprendre. Plan sagittal qui délimite le droit et le gauche, c'est un plan sagittal qui est parfaitement médian. Et si on se décale sur le côté, on va avoir des variations. Là, un exemple concret. Dans la réalité, comment ça va fonctionner ça? Comment on va se repérer dans l'espace? À quoi ça sert en médecine en fait? À quoi ça sert en médecine de bien comprendre ça? En fait, en médecine, ce qu'on utilise beaucoup, et vous en avez déjà fait vous probablement, ce sont des imageries. On va utiliser différents types d'imageries.
Et en fait, les imageries, bah, c'est une photo de l'intérieur du corps, mais pour pouvoir avoir des structures spécifiques à l'intérieur du corps, on va en fait faire des coupes. On va parler de coupes de radiologiques, des coupes radiologiques, c'est-à-dire qu'on va regarder l'intérieur du corps grâce à des machines en regardant en fonction de coupes. Et en fait, le fait de bien connaître ces différents plans nous permettent de nous dire sur quel plan de coupe on est. À votre avis, cette image-là, en haut à droite, ici, si là vous pouvez me dire dans les commentaires, je vous laisse essayer dans le chat de d'écrire à votre avis, quel plan de coupe c'est celui-ci. Normalement, vous avez un petit bouton en bas si vous êtes sur le site pour dire dans quel plan de coupe vous êtes. Donc, à votre avis, celui-ci, c'est quel plan de coupe? Vous avez trois options: sagittal, frontal ou horizontal. Horizontal qui s'appelle aussi transversal. Exactement. C'est bien un plan sagittal. Plan sagittal, c'est-à-dire qu'on a coupé au milieu et qu'on regarde on regarde le crâne au milieu. Là, la question qu'on va pouvoir se poser, c'est est-ce que c'est un sagittal médial ou paramédial? Le premier moyen mnémotechnique, enfin la première chose à faire pour savoir si c'est bien médial ou pas, sur ce genre d'image, c'est de regarder s'il y a une structure qui est médiale au niveau du corps humain qu'on voit sur l'imagerie. La structure sagittale que vous voyez, la structure sagittale médiale que vous voyez de manière la plus claire possible, c'est la colonne vertébrale. C'est le truc le plus simple à retenir. On voit ici qu'on voit des vertèbres, donc selon toute vraisemblance, on est médial, ou alors on est paramédial, mais très peu décalé. Bon, on va pas toutes les faire, on va toutes les faire, je vais toutes les décrire moi. Celui-ci, c'est un plan qui est horizontal. Là, c'est une imagerie, donc on voit de dessous. On a coupé au niveau du cerveau et on regarde de dessous. Et c'est une coupe horizontale. Et ensuite, là, les 4, 5 images que vous voyez juste ici, c'est qu'on est sur des coupes frontales à différents niveaux au niveau du genou. Ça, c'est une IRM du genou. Et on est à différents niveaux au niveau du genou, plus ou moins antérieur ou postérieur. Et dans tous les cas, c'est une coupe frontale. On a coupé le genou dans le frontal pour pouvoir commencer à regarder l'articulation du genou de l'intérieur. Là, les structures qu'on voit le mieux sur ce type d'imagerie ici, c'est ce que vous voyez là, là, là. Et ce sont les ligaments croisés. C'est un bon moyen, ce type d'imagerie, c'est un bon moyen pour regarder les ligaments croisés. Si on passe. Maintenant, pour continuer dans nos qualificatifs d'orientation, maintenant qu'on a défini comment se positionne le corps dans l'espace en 3 dimensions, on va regarder comment on se repère par rapport aux différentes parties du corps. Sur les membres, on va d'abord s'intéresser au petit schéma de droite, donc à celui-ci en priorité. Vous allez avoir pour votre membre, si vous allez vers l'extérieur, si vous allez vers l'extérieur du corps humain, si vous vous éloignez du plan sagittal qui est médial, si vous vous éloignez, on va dire que vous êtes latéral. Donc, vers l'extérieur, on est latéral. Si mon bras fait ça, eh ben, ça veut dire que mon bras se déplace en latéral. À l'inverse, si mon bras est là et vient vers l'intérieur, on va dire que mon bras se déplace en médial. Vers l'extérieur latéral, vers l'intérieur médial. Ensuite, sur notre bras, si on se rapproche de l'extrémité du membre, si on se rapproche de la racine du membre, on va dire que c'est proximal. Et si on s'éloigne de la racine du membre et qu'on se rapproche de l'extrémité du membre, on va dire que c'est distal. C'est la même chose qu'on soit au niveau de la main ou qu'on soit au niveau de la jambe, enfin au niveau du bras ou du membre supérieur, qu'on soit au niveau du membre inférieur. Proximal, c'est la racine. Distal, c'est au bout, c'est à la partie la plus distale du membre. Ensuite, vous allez avoir deux parties. Si on s'intéresse maintenant au petit schéma qui est à droite, donc à celui-ci, on va d'abord pouvoir, dans les deux cas, avoir inférieur, c'est en bas, supérieur, c'est en haut. Et sur notre corps humain, vers le haut, c'est crânial. On monte vers la tête, c'est crânial. Et si on va vers le bas, si on descend vers les jambes, c'est caudal. Crânial, caudal sont les deux parties qui sont délimitées par notre plan horizontal. On va avoir vers l'avant antérieur, vers l'arrière postérieur. Et si on s'intéresse aux quatre extrémités, donc les mains et les pieds, vous allez avoir les faces palmaires des mains, les faces dorsales des mains, et au niveau du pied, vous allez avoir la face dorsale du pied et la face plantaire du pied. Donc, ça nous permet de bien nous repérer. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On ne dit pas il a écarté son bras, on dit son bras fait un mouvement latéral. Ou alors on dit que son bras fait un mouvement d'abduction, abduction à l'inverse de l'adduction qui est rapproché du corps humain. Excusez-moi. Si on parle de la main, ou en tout cas si on veut parler d'une plaie sur le bras,
On va pas dire il a une plaie au bout du bras, on va dire qu'il a une plaie sur la partie distale de l'avant-bras, par exemple. Ça nous permet de nous dire qu'une plaie sur la partie distale de l'avant-bras, c'est une plaie au niveau du poignet. L'idée, en fait, derrière ces qualificatifs d'orientation, c'est de pouvoir toujours représenter le corps dans l'espace, de pouvoir toujours orienter le corps dans l'espace, et donc de pouvoir toujours dire avec certitude où est situé quelque chose et que chaque médecin, quand il va lire un compte-rendu, il sache exactement où est la plaie par rapport à des qualificatifs d'orientation bien clairs. Est-ce que c'est très clair pour vous pour l'instant? Est-ce que ça pose des problèmes ou pas? Normalement, là, on est vraiment sur de la représentation relativement simple qui nous permet qui est un peu la base, mais qui est assez indispensable pour bien comprendre après tout le reste des cours. Par exemple, après quand vous allez faire le tube digestif, ben, en fait, on va parler de la partie plus ou moins proximale ou distale du tube digestif. Au niveau proximal, on va plutôt avoir l'œsophage, l'estomac. À la partie distale, on va plutôt avoir le côlon sigmoïde, le rectum et l'anus. Et en fait, ça nous permet vraiment de pouvoir nous dire où est-ce qu'on est. Et quand on va parler d'un seul organe, par exemple, quand on parle du côlon, eh ben, est-ce qu'on est plus proximal ou plus distal sur le côlon? Et en fait, ça change beaucoup de choses. Et ça nous permet, il y a des pathologies qui dépendent plutôt d'un côté que de l'autre, et etc., etc. Ces qualificatifs, c'est hyper important quel que soit le type, enfin, quel que soit le niveau d'anatomie auquel on s'intéresse. Bon, bah, à partir de là, on va pouvoir faire un petit entraînement. Là, si vous voyez, bon, donc pour toutes les personnes qui sont sur notre site, vous voyez, juste en dessous de l'image de la conférence, vous avez un petit bouton avec des flèches qui vous permettent de rafraîchir, juste les QCM. Là, je vous lance la première série de QCM et vous pouvez rafraîchir les QCM vous pouvez rafraîchir sur les petites flèches qui sont en dessous de votre vidéo pour pouvoir commencer à lancer les QCM que je vous ai préparés par rapport à ce qu'on vient de voir juste ici. Donc n'hésitez pas là à rafraîchir et à faire les premiers QCM. Je vous laisse 5 minutes et après on les corrige ensemble. C'est pour revenir de manière très rapide sur ce qu'on vient de détailler ensemble. L'idée c'est vraiment que là vous puissiez vous entraîner sur le site. Si jamais si jamais sur le site, vous pouvez faire ces QCM là. Vous pourrez après, à la fin de la conférence, retrouver le défi numéro 2 d'anatomie qui reprend certains des QCM que vous avez fait là et qui reprend en fait toutes les notions de base qu'on vient de voir. Et vous pouvez aller sur les vidéos d'entraînement que vous avez sur le site dans la page vidéo. Sur les vidéos, vous pourrez aussi voir les vidéos qui vont retraiter et rebalayer ce qu'on a vu là et qui vont vous permettre aussi de vous entraîner avec des QCM qui y sont liés. Donc, surtout, n'hésitez pas après à bien vous entraîner. On a un mode ancrage des connaissances. Tous les QCM que vous allez faire et auxquels vous allez avoir faux vont rentrer dans le mode ancrage des connaissances et vont vous permettre vraiment d'apprendre et de retenir et d'ancrer tout ce qu'on vient de voir ensemble là. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose sur la durée. On commence à réviser ensemble ici et après, vous pouvez continuer à pousser, faire des défis pour être classé et pour voir votre niveau, faire des QCM pour vous entraîner, utiliser le mode ancrage pour apprendre sur la durée. Donc là, je vais commencer à regarder si vous avez commencé à répondre. OK, c'est pas trop mal. Je commence à avoir certaines réponses. Donc, j'essaie de voir un peu quels sont vos problèmes. OK. OK. Donc là, je vois que vous êtes plutôt très bon. OK, on commence à corriger? Est-ce que ça vous va? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous convient qu'on commence à corriger ou si vous voulez encore 1 minute. Bon, c'est parti, corrigeons. Donc, premier QCM d'entraînement. Sur l'image suivante, donc la personne, elle est représentée comment? Là, est-ce qu'elle est représentée sur une vue trois quarts face? Alors, il y a effectivement un petit piège. Un petit piège qui vous permet, qui est un peu squeeze de ma part. Donc, est-ce qu'il est représenté sur une vue trois quarts face? La réponse est oui. Est-ce qu'il est en position anatomique de référence? La réponse est oui. C'est un personnage qu'on peut voir qui est face à ce qui est en face de lui, mais en fait, la position anatomique de référence, la partie face, c'est pas la partie la plus importante. C'est une personne qui est en position anatomique de référence, les pieds joints, le regard à l'horizon, en face, les bras le long du corps et les mains en supination. Et on le voit, au lieu de le voir pile poil de devant, on le voit un peu de côté, un peu d'en haut. On est sur une vue trois quarts face, on aurait même pu dire une vue
supéro, trois quarts face, une vue antéro-supéro-latérale. C'est assez, ce plan n'est pas très complexe à comprendre, mais voilà, on voit bien qu'il n'est pas pile poil en face, il est bien trois quarts face. Il est bien en position anatomique de référence, c'est-à-dire qu'il a bien les deux mains qui sont en supination, et là je réponds à la question C. Il a bien le regard à l'horizon, c'est-à-dire droit devant, trois quarts face, position anatomique de référence, les mains en supination, regard à l'horizon. Donc les réponses justes étaient les réponses A, B, C et D. Ensuite, la question suivante. Sur l'image suivante, le plan 1 correspond au plan. Donc là, le plan 1, c'était quoi? Le plan 1, c'est le plan qui est comme ça, qui coupe le corps en deux. C'est le plan sagittal. À l'inverse, le plan 2 était le plan frontal et le plan transversal était le plan 3. Le plan horizontal et aussi le plan transversal, c'est le plan 3. Et le plan coronal, donc le point E, c'était le plan 2, c'est le plan frontal. Donc 1 sagittal, 2 frontal ou coronal et 3 c'était transversal ou horizontal. Vous avez bien un seul plan qui est horizontal, c'est le plan qui est transversal, et vous avez deux plans qui sont verticaux, et c'est le plan sagittal et le plan frontal. Est-ce que là, ça va, c'est clair? On se repère bien dans ces trois types de plans avec les différents noms qu'ils ont. C'est assez important d'apprendre les plans. Là, la question, elles sont volontairement simples pour que vous compreniez. Dans un QCM, on vous demandera pas, en fait, dans les QCM un peu poussés, on vous demandera pas est-ce que ça c'est le plan frontal, est-ce que ça c'est le plan sagittal. On vous dira, en fait, soit on vous fera vous représenter dans votre esprit, on vous dira sur une coupe en plan, sur un plan frontal, sur une coupe en frontal de ta, est-ce que vous avez ça? Ou sur une coupe horizontale de ta, est-ce que vous avez ça? En fait, ce qu'on va vous demander, là, c'est un cours vraiment de base pour bien comprendre ce dont on parle. Dans les QCM, il y a des cours, il y a des facs dans lesquels vous n'avez pas ce cours sur les bases, mais en fait, il faut bien les maîtriser parce que dans les QCM, dans tous les QCM, on utilise ça. Est-ce que dans son plan sagittal, on a ça? Est-ce que à droite, à gauche, sur latéral, médial, etc., etc. La question, c'est vraiment de savoir utiliser ça, de prendre ces connaissances-là et de les utiliser après dans des QCM qui vont être un peu plus poussés et ce qu'on fera nous dans les prochaines conférences. On ira même beaucoup plus loin, ça dépendra beaucoup de ce que vous me demandez. Sur l'image suivante, le plan qui sépare la partie antérieure de la partie postérieure, donc c'est le plan numéro 2 qui sépare la partie antérieure de la partie postérieure, et il est bien appelé le plan frontal. On va pas s'éterniser dessus, pardon. On en a déjà bien assez parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez qu'après qu'on traite d'autres choses, n'hésitez pas non plus. Bien. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus à l'étude analytique du corps humain. On a vu comment se repérer le corps humain dans l'espace. Et en fait, on se rend compte en anatomie, il y a plusieurs façons de s'intéresser au corps humain. Et on va étudier le corps humain de plusieurs façons différentes. Et la question, c'est avec maintenant, on va pouvoir s'intéresser à ça. Donc, comment on organise cette façon d'étudier le corps humain. Et on va utiliser, du coup, on va organiser on va s'intéresser à l'étude analytique du corps humain dans un premier temps. L'étude analytique du corps humain, ça nous permet de différencier trois grands niveaux d'étude du corps humain. On va d'abord avoir le corps humain sous la forme de systèmes. Les systèmes dans le corps humain, donc dans cette anatomie qui est descriptive, les systèmes, c'est tous les organes qui ont la même structure. Les appareils, ce sont tous les systèmes qui participent à la même fonction. Et les niveaux de vie, on parle de vie, on parle de niveau de vie, c'est tous les appareils qui sont régis par le même niveau de conscience. Et on va séparer le niveau de vie, on va avoir deux niveaux de vie, la vie des relations et la vie végétative. Système, tous les organes qui ont la même structure, en fait, on va revenir un peu plus en détail après, mais on voit bien les différents niveaux. On a les systèmes, donc c'est tous les organes qui ont la même structure, par exemple, tous les muscles. Appareil, c'est tous les systèmes qui participent à la même fonction. Par exemple, un exemple typique que vous pouvez avoir, c'est l'appareil locomoteur. L'appareil locomoteur, tous les systèmes, c'est des ensembles de systèmes. Le système musculaire, osseux, cartilagineux, c'est un ensemble de systèmes qui ont la même structure, qui sont mis ensemble pour faire une fonction. L'appareil locomoteur, c'est bouger. Et cet appareil locomoteur, eh ben, il va permettre un certain niveau de vie, et c'est le niveau de vie des relations, c'est-à-dire que c'est l'appareil qui permet de bouger. C'est l'appareil qui permet de communiquer avec le monde extérieur. Donc, c'est système, tout ce qui a la même structure, donc c'est vraiment le niveau minime, micro. Les appareils, c'est ces ensembles de systèmes qui donnent un appareil qui permettent des fonctions. Et les niveaux de vie, ce sont tous les appareils qui sont régis par le même niveau de conscience, donc soit la vie des relations, soit la vie végétative. On va revenir en détail. D'abord, pour la vie des relations, on va parler de trois grands appareils. Le premier, c'est l'appareil locomoteur, donc système squelettique, articulaire, musculaire, donc
Système squelettique, c'est les os, articulaire, c'est les articulations, musculaire, c'est les muscles. Ce sont des ensembles d'organes qui ont la même structure, qui donnent l'appareil locomoteur, qui participe à la vie des relations. Ensuite, on a appareil et système nerveux. Là, ça se confond, mais globalement, c'est tout notre système nerveux cérébrospinal. C'est l'ensemble de nos nerfs, qu'ils soient centraux ou périphériques, qui participent à la vie des relations. Ce système nerveux, il est assez particulier parce qu'à la fois, il participe à la vie des relations, à la fois, il participe à la vie végétative. Tout est régi par des systèmes nerveux. Et ensuite, c'est l'appareil sensoriel, ce sont l'ensemble de tous les organes des sens qui donnent l'appareil sensoriel et du coup qui permet d'interagir avec la vie des relations. Sans notre appareil sensoriel, tous nos différents sens, on ne pourrait pas interagir et donner l'information à notre appareil locomoteur de se déplacer. Et cette information récupérée par nos appareils sensoriels est transmise à l'appareil locomoteur grâce au système nerveux ou à l'appareil nerveux qui est cet ensemble-là qui permet la vie végétative. Enfin, pardon, c'est cet ensemble-là qui permet la vie des relations. Ça va, c'est très clair pour vous, ces trois niveaux, appareil, système et vie, et niveau de vie. Maintenant, si on s'intéresse à la vie végétative. Alors là, sur la vie végétative, alors normalement, vous les avez un peu vus, mais l'idée, ça va être de savoir, est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-uns là? Est-ce que dans les commentaires, vous arrivez à me dire un ou deux appareils de la vie végétative que vous connaissez? Il y en a 5 grands appareils de la vie végétative qui correspondent à, dans votre corps humain, 5 appareils qui fonctionnent un peu tout seuls et qui permettent de maintenir votre corps en vie, qui participent, enfin, qui sont de la vie végétative. Donc, quels sont, citez-en un. Tout ça suffit à définir la vie des relations. La vie des relations, en fait, le moyen pour définir la vie des relations, c'est de dire, la vie des relations, c'est le niveau de conscience, c'est le niveau de vie qui nous permet d'interagir avec l'extérieur. Et à l'intérieur de ce niveau de vie, on a différents appareils qui sont eux-mêmes composés de différents systèmes. En fait, ce sont des échelles. Et c'est ces cumuls d'appareils qui donnent le niveau de vie des relations. Exact. Vous allez avoir du coup l'appareil urinaire, c'est un des appareils de la vie végétative. Est-ce que là, est-ce que tu en vois d'autres, à part l'appareil urinaire? Je vous laisse une petite minute pour essayer de trouver un autre appareil. Appareil digestif, ouais. Allez, un petit troisième juste pour le kiff. Je vais enchaîner. L'appareil reproducteur, c'est très très fort. C'est celui généralement qu'on oublie. Les 5 appareils qu'on a, c'est cardiovasculaire, digestif, respiratoire, urinaire, et on appelle l'appareil reproducteur l'appareil de la génération. Appareil de la génération, c'est l'appareil reproducteur. Ça, ce sont les 5 grands appareils qu'on a et qui appartiennent à la vie végétative. Et ces différents appareils, par exemple l'appareil cardiovasculaire, c'est un ensemble c'est un ensemble de plein d'organes qui ont la même fonction. C'est un ensemble de l'appareil cardiovasculaire, c'est le cœur, ce sont toutes les artères, ce sont toutes les veines, ce sont le système lymphatique qui appartiennent à votre ensemble système cardiovasculaire. L'appareil digestif, ça va être en fait plein d'organes qui ont des fonctions très différentes. On va avoir à la fois les organes qui participent à la production de certaines enzymes. On va avoir à la fois l'estomac qui broie, on va avoir l'œsophage qui transporte, on va avoir tout le tube digestif, tout l'intestin grêle, puis le côlon qui vont avoir des fonctions différentes. La partie intestin grêle qui permet de récupérer les nutriments, la partie côlon qui permet de réabsorber l'eau. On a l'appareil urinaire qui est un ensemble avec des structures très différentes. Vous allez avoir comme organes qui appartiennent à l'appareil urinaire les reins, et vous allez avoir les uretères. Là, petit piège, on va y revenir. Reins, les uretères qui arrivent jusqu'à la vessie et l'urètre qui va de la vessie jusqu'à l'extérieur. Gros piège hyper fréquent en QCM, c'est la différence entre urtère et urètre. Uretère, c'est ce qui part des reins qui va jusqu'à la vessie, et urètre, c'est ce qui part de la vessie vers l'extérieur. Un piège hyper fréquent et auquel il faut faire hyper gaffe quand vous êtes en QCM, parce qu'en fait, on a hyper vite fait en QCM de se rendre compte, enfin de lire vite, de voir que c'est écrit, même si on connaît bien la différence, on lit vite, on voit urtère à la place de urètre, on coche et c'est raté.
Donc, hyper important de faire très attention, d'être très attentif, de bien savoir que ce piège existe pour faire la différence entre urtère et urètre. Urtère, ça part des reins jusqu'à la vessie. Urètre, ça part de la vessie, ça va jusqu'à l'extérieur. Ensuite, si on s'intéresse à l'anatomie topographique. Si on s'intéresse à l'anatomie topographique, donc, c'est ce qui nous permet de diviser le corps en différentes grandes régions. On va avoir différentes grandes régions du corps. On va avoir les extrémités qui sont dites céphaliques. Extrémités céphaliques, c'est tête et cou. On divise le corps en trois grandes régions. Extrémité céphalique, tête et cou. Le tronc qui correspond à un ensemble thorax, abdomen, pelvis. Et les membres qui sont rattachés à notre tronc. Ce sont ces différentes parties qui vont nous servir de base des différents actes de médecine et d'imagerie. On va pouvoir étudier en fonction de ces différentes parties-là. Est-ce qu'on fait, par exemple, ce qu'on peut faire en médecine, c'est qu'on va demander un scanner du tronc, c'est un scanner qu'on appelle thoraco-abdominopelvien. C'est qu'on va demander, on se rend compte qu'il y a potentiellement un dégât à ce niveau-là, peut-être sur un accident de la circulation, par exemple. Donc, une atteinte au niveau du thorax abdomen pelvien, on demande un scanner abdominopelvien. S'il y a un trauma crânien, première chose qu'on fait, c'est au niveau, aller s'intéresser à quel est le dégât au niveau du crâne, mais aussi au niveau cervical. Un traumatisme crânien, par définition, c'est un... Par définition, quelqu'un qui a un traumatisme crânien, il a une atteinte cervicale jusqu'à preuve du contraire. Et une atteinte des membres. Bon, les membres, vous visualisez bien, vous vous êtes probablement peut-être déjà cassé un membre. Voilà, on s'intéresse aux membres en tant que tel. C'est différent, cette façon de diviser le corps, d'un point de vue topographique, nous sert de base des différents actes de médecine et d'imagerie. Et en fait, donc ça, c'est cette première division, donc c'est les grandes régions du corps, mais chacune de ces régions va être sous-divisée. Donc, on peut par exemple sous-diviser, donc chacune des grandes régions va être sous-divisée. Par exemple, donc je vous ai dit pour le tronc, c'est thorax, abdomen, pelvis. Si on s'intéresse aux membres, il y a des grosses différences qui peuvent pareil faire l'objet de pièges. Si on regarde sur notre petit personnage là, cette partie-là, ça s'appelle le bras. Donc, de manière assez évidente, quand on parle du bras, en fait, on parle du membre supérieur. C'est qu'en fait, ça s'appelle le membre supérieur. Quand on parle de cette partie-là, c'est le bras. Quand on parle de cette partie-là, c'est l'avant-bras. Et quand on parle de cette partie-là, c'est la main. Dans un QCM d'anatomie, si on vous demande le bras, on ne parle pas du membre supérieur. On parle de cette partie. Quel est l'os du bras? L'os du bras, c'est l'humérus. Le radius et l'ulna ne sont pas des os du bras, ce sont des os de l'avant-bras. Et les 5 métacarpiens, par exemple, ce ne sont pas des os du bras, ce sont des os de la main. Ça, c'est plus facile à retenir, j'en conviens. Mais voilà, vous avez vraiment cette différence-là. Donc là, on a une grande région, c'est le membre, qui est sous-divisé. Et pour le membre inférieur, c'est à peu près le même problème. Il y a juste une espèce de logique qui s'est perdue peut-être à un moment, donc il faut être bien attentif. Membre supérieur, on dit bras, avant-bras, main. Membre inférieur, on va dire cuisse, jambe, pied. C'est-à-dire que la jambe, ça correspond à la partie distale, ça correspond à la partie qui est en aval, donc plus distale par rapport à l'articulation du genou, là où le bras, c'est la partie qui est proximale par rapport à l'articulation du coude. Vous voyez la différence? Ça, c'est vraiment fondamental. Le bras, c'est au niveau du biceps et la jambe, c'est au niveau du mollet. Avant la jambe, c'est la cuisse et après la jambe, c'est le pied. Donc voilà, ça c'est des petits pièges qui peuvent tomber et qui sont, qu'il faut bien avoir en tête pour pouvoir bien comprendre ce dont on parle. Mais pareil, la raison pour laquelle ce sont des pièges qui tombent en QCM, c'est parce qu'en fait, vous bien les connaître va vous permettre quand vous serez, médecin après, de, pouvoir les utiliser pour pouvoir vous exprimer correctement, pour pouvoir faire des comptes rendus qui sont bien clairs. Maintenant, si on s'intéresse à l'anatomie fonctionnelle, on vous dit qu'une structure anatomique est vivante et animée pour remplir une fonction. C'est-à-dire que le corps humain va se modifier, va se mouvoir, va servir à avoir une fonction et va se bouger dans la vie. Vous pouvez avoir une modification des structures lors de la vie. Et cette modification des structures au cours de votre vie, c'est-à-dire comment votre corps se meut, eh ben, cette modification, elle est assurée par les pédicules vasculo-nerveux. Bon, l'anatomie fonctionnelle, c'est l'anatomie qu'on utilise pour une certaine fonction. C'est le corps humain, comment on l'utilise, quel organe, quelle partie du corps est utilisée pour quelle fonction. Voilà, maintenant qu'on a vu cette deuxième partie, on va faire la deuxième partie de QCM d'entraînement. Normalement, on devrait finir relativement tôt. Je pense d'ici 10-15 minutes, on aura fini. Donc, si vous avez des questions après ça et que vous voulez qu'on parle plus en détail, qu'on présente le site, qu'on regarde des choses ensemble, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
Donc, pour les QCM d'entraînement, je ne vais pas vous mettre la question tout de suite. Et je vais vous lancer la deuxième session de QCM. Donc là, de la même manière que tout à l'heure, je vous laisse rafraîchir avec les petites flèches qui sont en bas de l'image, en bas de la vidéo que vous êtes en train de regarder, et vous allez pouvoir lancer la deuxième série de QCM, que moi je vais pouvoir voir vos réponses en temps réel. Normalement, vous avez 3 questions. Tac. Vous avez été très nombreux à faire la première partie des QCM et vos notes sont très, très bonnes, hein. Là, la moyenne que vous avez, elle tourne à peu près aux alentours de 13,5, donc c'est vraiment très, très bien. Mmh. Je comprends vos erreurs, je consens que certaines questions étaient pas faciles et je consens que je comprends que certains QCM puissent laisser, porter à confusion dans ce que vous voyez, dans ce que j'ai mis. On va revenir dessus ensemble. Ouais, 2 sur 3, c'est très, très bien. C'est très bien, d'autant plus qu'il y a une des questions qui est quand même pas évidente. Bon, je vois qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont fait les QCM, c'est super. Est-ce qu'on peut commencer à corriger? Est-ce que vous voulez encore une minute pour les derniers? Là, la moyenne, elle est à 15 pour l'instant, pour ceux qui veulent aller, se faire challenger. Alors, commençons à corriger. Première question. Là, qu'est-ce qu'on a? Première chose à se demander. Donc, la région anatomique représentée par l'ensemble de ces 3 rectangles est. Donc là, il faut se demander de quoi on parle. On parle vraiment de cet ensemble des 3 rectangles. L'ensemble des 3 rectangles, là, vous avez donc c'est cet ensemble de 3 rectangles, c'est le tronc, qui va être divisé en 3 parties, 1, 2, 3, verte, orange, jaune, qui sont le thorax, l'abdomen et le pelvis. Donc c'est bien le tronc, l'item A est vrai, ce n'est pas les membres, ce n'est pas la tête, et là il y avait un espèce de petit piège. La région atomique représentée par l'ensemble de ces 3 rectangles est bien vue de face, donc l'item D était bien vrai. C'est le tronc qui est vu de face. Les autres items ne sont pas faux, la réponse est donc A et D. Ensuite, la question suivante. Normalement, celle-là vous a posé aucun problème, vous avez tous eu juste à cette question. Donc, j'ai un peu spoilé de toute façon ce que j'ai posté, tout ce que j'ai un peu spoilé la question en répondant tout à l'heure. À propos de l'image suivante, la zone 1 correspond bien au thorax, la zone 2 correspond pas au pelvis, mais correspond à l'abdomen, et la zone 3 correspond au pelvis et pas à l'abdomen. Globalement, les items B et C étaient inversés. Enfin, zone 2 et zone 3 étaient inversés. L'ensemble de ces 3 zones représente le tronc, c'est bien vrai, c'est ce qu'on a dit, et c'est ce qu'on a vu dans la question juste avant. Il n'y avait pas eu énormément de pièges. Celle-là, elle est un peu plus, la dernière question, pardon. Donc les systèmes vrais étaient A et D. La dernière question, donc, concernant la différence entre la vie des relations et la vie végétative en anatomie. Alors, la vie végétative concerne les interactions sociales et la communication. Ça, on l'a dit, c'est quoi? Les interactions sociales et la communication, c'est quoi? C'est quel type de vie? Est-ce que c'est la vie végétative? D'après vous? Ou alors, item B, la vie des relations se rapporte aux fonctions involontaires comme la respiration et la digestion. Est-ce que ces deux items vous vont? Je connais déjà la réponse. Vous avez tous eu juste quasiment à cette question, en tout cas à ces premiers items. La vie végétative, c'est ce qui correspond aux fonctions involontaires, et c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Et la vie des relations, c'est celle qui s'intéresse aux interactions sociales et à la communication.
Est-ce que la vie végétative comprend la croissance, la reproduction et le métabolisme? Alors là, celle-là, c'est celle qui posait un peu, qui portait un peu plus à confusion, parce que ça allait un peu plus loin que ce qu'on avait vu. Globalement, enfin, la réponse est oui. La vie des relations concerne, enfin, la vie des relations végétatives comprend bien la croissance, la reproduction et le métabolisme. Globalement, la vie végétative, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et qui ne dépend pas de notre volonté. C'est tout ce que on peut pas bouger volontairement. Et à la fin, la vie des relations concerne la locomotion et l'essence. La réponse était oui. Ça, c'est, on l'a vu tel quel tout à l'heure. Ensuite, la vie des relations comprend la photosynthèse et l'absorption de nutriments par les racines. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un distracteur. Ça n'a absolument aucun sens. C'était pour porter à confusion. C'était un magnifique piège. Ça n'a rien à faire ici. Donc les réponses vraies étaient les items C et D, la vie végétative qui comprend bien la croissance, la reproduction et le métabolisme, et la réponse D qui correspond à la vie des relations qui concerne la locomotion et l'essence. Voilà pour cette première conférence d'anatomie, on a fait le tour, donc on a balayé assez rapidement, c'était vraiment l'objectif de voir la base de l'anatomie ensemble. Et en fait, donc cette conférence rentre dans l'offre anatomie que vous pouvez retrouver actuellement à des prix qui défient toute concurrence. L'objectif pour nous, c'est vraiment de permettre d'avoir une aide, que vous ayez une aide en anatomie spécifiquement, mais en fait dans toutes les matières, si vous voulez aller chercher des offres plus spécifiques en fait, sur l'anatomie. Donc cette offre anatomie-là vous donne accès au QCM, à tous les QCM d'anatomie qu'on a. Là, sur notre base de données actuellement, on a plus de 1200 QCM. En anatomie spécifiquement, on a plus de 400 QCM. Ça vous donne accès au mode ancrage des connaissances en anatomie. Donc ça fait que ça va vous reproposer vos questions auxquelles vous avez eu faux régulièrement pour pouvoir vous entraîner. Ça va vous donner accès à toutes les vidéos d'anatomie que vous avez et ça vous donne accès à toutes les conférences qu'on va faire tous les mois ou toutes les 2 semaines et qui vont être adaptées en fonction de vos volontés. Cette première conférence, l'objectif, c'était d'introduire les conférences d'anatomie, c'était d'introduire certaines notions pour voir la base. Maintenant, à partir de là, les prochaines conférences, l'objectif, c'est que vous nous posiez vos questions, que vous nous demandiez ce que vous vouliez qu'on traite, pardon, et que pour qu'on puisse vraiment aller plus loin. Ça fonctionne comment le mode ancrage? En fait, c'est assez simple. Le mode ancrage, ça fonctionne tout seul. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites des QCM, ça active le mode ancrage. C'est-à-dire que vous faites des QCM et à chaque fois que vous allez avoir faux à un QCM, le QCM va s'enregistrer dans la base et notre site va vous reproposer les QCM à un jour, donc le lendemain, à une semaine et à un mois de la première fois que vous l'avez fait. Et le fait d'avoir ce mode ancrage des connaissances, ça vous permet en fait de revoir les fautes. Vous les revoyez le lendemain et vous les revoyez à une semaine et vous revoyez à un mois. Et en fait, ça permet de stimuler la mémoire à long terme. C'est-à-dire que votre mémoire, elle fonctionne sous forme de courbe. Quand vous apprenez une fois, votre mémoire chute un peu. Enfin, vous apprenez à un moment, puis vous oubliez petit à petit. Le lendemain, vous révisez, vous refaites un QCM, vous faites votre ancrage. Ça vous remet là, ça vous rebooste la mémoire. Et vous redescendez, mais un peu plus doucement. Et à une semaine, vous refaites un coup. Et vous redescendez encore plus doucement. Et à un mois, vous refaites un coup. Et là, vous avez retenu pour la durée. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des connaissances. On prépare un concours. Le trajet est long. Il faut avoir les connaissances sur le long terme. Donc, vous apprenez à un instant T, mais vous allez oublier. Avec ce mode ancrage, vous faites des QCM qui reviennent régulièrement dans les onglets QCM, qui vous sont reproposés régulièrement et qui vous permettent d'avoir une mémoire qui va tenir sur la durée. Donc voilà comment fonctionne le mode ancrage des connaissances. Et l'avantage, c'est que vous pouvez faire tout un parcours. Vous vous posez, vous révisez sur les petites vidéos, vous révisez, vous pouvez aller plus loin dans des connaissances, etc. Vous pouvez scroller les petites vidéos quand vous êtes sur les toilettes, quand vous êtes dans les transports. Enfin, l'objectif, c'est vraiment de vous faire gagner du temps, de vous permettre d'optimiser les moments où vous ne pouvez pas forcément réviser et de vous permettre d'optimiser ça, de regarder des vidéos, d'aller un peu plus loin dans la réflexion, de faire les QCM qui sont associés à chaque vidéo. Et à chaque fois que vous avez faux, vous avez un mode ancrage qui vous repropose les QCM et qui permet vraiment de tenir à long terme. Voilà un peu le fonctionnement, les grandes fonctionnalités. Et donc tout ça sur l'offre anatomie au tarif que vous voyez là, donc 15 € sur les 6 prochains mois. 15 € pour 6 mois, ça vous permet vraiment d'avoir accès à tout ça en anatomie avec des vidéos qui sont publiées régulièrement. Là, on est en train de refaire encore plein d'autres vidéos pour continuer à compléter. On en fait régulièrement, d'ailleurs, dans toutes les matières. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez avoir accès à tout ça régulièrement. Toutes les conférences qu'on fait là vont être aussi disponibles en replay. Donc cette conférence-ci, justement, elle sera sur le site à partir de demain. Enfin voilà un peu comment fonctionne le tout. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez déjà des volontés pour la prochaine conférence? Est-ce que vous avez des matières que vous voulez qu'on voit spécifiquement? Est-ce que vous avez des chapitres particuliers que vous voulez voir? Je sais qu'en fonction des facs, c'est très dépendant. Moi, j'ai fait mon externat à Grenoble. On commençait de manière très violente par le membre inférieur, qui est quelque chose qui est bien intense.
Mais voilà, donc si vous avez des questions spécifiques sur des choses que vous voulez qu'on revoie, est-ce que vous voulez qu'on fasse une partie dédiée au mouvement des membres inférieurs? Quel muscle permet de faire quel mouvement et est innervé par quel nerf? On peut. Il faut juste du coup que vous nous le demandiez, que vous posiez les questions pour qu'on puisse faire ça. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat et puis si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir interagi. Je suis très content de voir, oui, vous pouvez complètement poser les questions plus tard, bien sûr. N'hésitez pas à poser vos questions là quand on va ouvrir la prochaine conférence. N'hésitez pas à poser vos questions. OK, revoir les muscles. Lesquels? Membres inférieurs plutôt? Ou membres supérieurs? Ou autres d'ailleurs, hein? Oui, membres inférieurs, OK. Donc ça, je pense que ça peut être l'objet de la prochaine conférence, faire les membres inférieurs. Pareil, n'hésitez pas à nous écrire, à nous demander pour qu'on fasse, par exemple, qu'on fasse des conférences qui sont plus larges, qui balayent plus de choses, quitte à ce qu'on fasse une conférence de 3 heures, c'est pas grave. Par exemple, à une semaine du concours, toutes les trucs, on est à une semaine, 2 semaines du concours, tous les trucs dont vous vous souvenez pas, tous les trucs sur lesquels vous avez du mal en anatomie, vous nous demandez, nous on fait une liste et on pourra refaire une grosse conférence qui balaye tout ce que vous ne connaissez pas juste avant les concours. Et comme ça va nous aider en fait ça va vous aider au maximum. En fait, c'est vraiment l'objectif, c'est de vous faire comprendre, de vous débloquer les trucs que vous ne comprenez pas. Moi, je sais que par exemple en anatomie, sur tout ce qui était le larynx et le pharynx, il y avait des vues que je ne comprenais absolument pas en anatomie quand j'étais en P1 et donc voilà, s'il y a des choses comme ça sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, bah, n'hésitez pas à nous demander. Pour la prochaine fois, donc là, c'est un peu la première conférence, on essaie. Peut-être que pour la prochaine fois, on aura un squelette qu'on pourra faire bouger pour vous montrer les différents mouvements. Enfin, voilà, n'hésitez pas à demander ce qui vous plairait et puis comme ça, on pourra aller un peu plus loin pour les prochaines conférences. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Bah, merci à vous et encore félicitations, vous avez été très fort dans les petits QCM, dans les entraînements. On essaiera d'en faire peut-être un peu plus la fois prochaine, mais voilà. Bon, bah, bonne soirée à tous et merci beaucoup.